5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Depuis leur inauguration, la place de l'Amazone et celle de Bioguera drainent presque tous les jours du public des visiteurs curieux qui investissent ces lieux, symboles de fierté nationale. Malheureusement, ce flux de visiteurs pose aussi des problèmes de salubrité. Des bouteilles d'eau ou de boissons gazeuses, des sachets plastiques et autres déchets sont repérés sur ces lieux dont le charme tranche avec ces comportements très peu éco-citoyens ou éco-responsables. Comment en est-on arrivé là en si peu de temps? Quelles sont les mesures urgentes à prendre pour dès à présent corriger le tir et pourquoi pas punir d'éventuels indélicats? Le sujet est au cœur du forum de discussion. Et le Bénin a adopté une politique forestière sur les 10 prochaines années, selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 22 février dernier. Cette adoption vient mettre à jour la politique forestière existante. Il s'agit de redéfinir les objectifs, les instruments et les actions pour pouvoir mettre en place une gestion conservatoire soutenue et durable des forêts au profit du développement durable. De quoi cela retourne-t-il véritablement? On s'y intéresse avec mes habitués du mardi, William Apollinaire-Tchouki. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel Rodigamega. Comment allez-vous? Je vais super bien. Alain Toussounon est également avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Très bien. Ben, écoutez, vous ne devriez pas être des plus heureux sur ce plateau puisque vous êtes un prince Ouassangari et l'un des princes Ouassangari érigé à l'aéroport reçoit la visite de quelques déchets dernièrement. Alors, Patrice Sago, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Avant d'entrer de plein pied dans le débat matinal, dans le forum de discussion, avant de s'intéresser justement à l'insalubrité des places publiques au Bénin, on va voir ce reportage que nous propose, sinon cet élément, j'allais dire que nous propose Lénaïk Agbazaou. Il fustige, comme nous tous d'ailleurs, ce comportement très peu éco-responsable des Béninois. Triste constat au pied de l'Amazone. Des déchets jetés par-ci, des déchets jetés par-là, sans aucun respect pour la symbolique des lieux. L'insalubrité naissante est énervante et inquiétante. Un environnement joliment entretenu, souillé par des usagers adeptes de la malpropreté. La salissure étend dangereusement ses tentacules. Des visiteurs au passage malodorant ont laissé leurs vilaines empreintes. Ce joyau qui fait la fierté de tout un pays et qui en constitue désormais l'identité visuelle est profané, agressé par des immondices. Quand est-elle née, l'Amazone, pour être ainsi offensée? Le gouvernement s'évertue à rendre nos villes belles, attractives et rayonnantes, avec des symboles imposants qui font chemin avec des aménagements paysagers pittoresques. Les citoyens devraient accompagner ces efforts en jouant leur partition. Celle de maintenir les places publiques propres, c'est une question de conscience patriotique et de civisme. Mais avant, d'hygiène personnelle. L'exécutif injecte de colossaux moyens financiers dans l'embellissement de nos cités. Que cette tache noire ne noie pas ces sérieux efforts. Des poubelles sont prévues pour garnir ces beaux espaces et contribuer à la lutte anti-insalubrité. Mais pour l'heure, le bon béninois doit faire de l'entretien de ces lieux un culte. Merci donc à Lénaïk Agbazaou qui nous donne, j'allais dire, des éléments d'appréciation sur le sujet. William Apollinaire-Tchouki, c'est déplorable, évidemment, de voir ce genre d'images. Ouais, c'est vrai que c'est déplorable de voir ces genres d'images où des gens vont visiter ces espaces publics, ces monuments, ces places symboliques que nous avons au pays, et qu'en repartant, qu'on laisse des déchets, c'est des images qui n'honorent pas notre pays. Ce qui est encore plus grave, c'est le fait que parfois les gens ils vont avec des animaux qui laissent ces déjections animales sur place, alors qu'ailleurs c'est interdit, ailleurs c'est puni. Parce que souvent je vois des expatriés qui viennent sur ces espaces-là et quand vous repartez, vous voyez ces déjections-là par terre. Je me dis, mais ailleurs en Europe, quand vous le faites, il y a la loi qui est là. Moi je connais même des pays où quand vous crachez, il y a des policiers qui sont debout, qui vous surveillent et en même temps il y a la contravention qui tombe. Alors je me dis, pourquoi nous, ici, on ne peut pas aussi respecter, ne serait-ce protéger ces espaces publics? On n'en a pas beaucoup, le peu que nous avons. Je prie quand même qu'on en fasse encore davantage parce que ces espaces, on en a besoin. Le peu que nous avons, pourquoi ne pas les protéger? C'est vrai que par moment, on me dira qu'il n'y a pas assez de poubelles disposées aux alentours de ces espaces publics. Oui, mais
la conscience quand même personnelle, individuelle, demande à ce qu'on ne jette pas un peu partout ces déchets que nous avons. Tout à l'heure, sur les images, j'ai vu quelques poubelles déposées. Mais ça veut dire que quelque part, on peut quand même aller jeter ces déchets-là dans ces poubelles au lieu de les jeter par terre et salir l'espace. C'est quand même des espaces propres, des espaces attrayants. Je dénonce ces faits du fait qu'on aille visiter ces espaces et qu'en retournant, qu'on laisse ces déchets par terre. Ce n'est pas bien, ce n'est pas civique. Alors, Alain Tosno, est-ce qu'on est obligé de faire le gendarme derrière les populations avant qu'on ne puisse respecter, on ne puisse avoir de l'égard pour ces places publiques joliment entretenues à coût de milliards, sinon de millions? Oui, on en a besoin. Et je dirais que nous sommes tous coupables parce que la question de l'hygiène publique a été toujours reléguée au second rang. Vous savez très bien la bataille qu'on a dû faire pour que on puisse réviser, disons, l'ancien code portant hygiène publique. Parce que, en fait, aussi bien les gouvernants que les citoyens, on a négligé pendant longtemps donc, cette question d'hygiène publique. Et on pense que, bon, c'est pas important. Et pourtant, c'est une question qui est essentielle. Vous savez très bien aujourd'hui qu'avec la nouvelle loi portant hygiène publique, aujourd'hui que jeter des ordures aux abords des voies comme sur les places publiques, parce que là nous sommes en face d'une place publique, mais est-ce que les populations savent très bien que c'est puni par la loi? C'est ça le problème. Donc il se pose en réalité un problème de vulgarisation, donc de connaissance de la loi. Donc je crois que c'est important qu'on se dise, mais comment on fait effectivement pour que les citoyens puissent s'approprier ces bonnes pratiques en matière d'hygiène publique? Parce que on se rend bien compte que des efforts n'ont pas été faits par le passé pour pouvoir permettre donc aux citoyens d'appréhender. Parce que quand les gens jettent les ordures, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils se font mal. Et ça commence déjà dès la maison. C'est une question de comportement et il faut travailler vraiment à sensibiliser, à changer, à éduquer donc ces populations dès la maison. Parce que si les gens ne le font pas à la maison, dans leur quartier, c'est clair que s'ils arrivent sur la place publique, ils ne vont pas le faire. Moi, j'ai eu par le passé des stagiaires ghanéens qui venaient à la rédaction, mais lorsqu'il n'y avait pas de poubelle, qui ramenaient de la ville des déchets dans leur sac, dans leur poche, mais ne les jetaient pas. Donc, comment les autres en sont en arrivés là, à être capables de ne pas jeter tout ce qui est déchets et de ramener, et de chercher là où il y a une poubelle et maintenant de mettre ça au niveau de la poubelle. Donc, je crois qu'il faut un travail de fond qui est là. Et ce travail commence déjà par l'importance qu'on accorde à la question de l'hygiène publique. Et pour moi, cette question, elle est très essentielle et elle a été toujours négligée. Et aujourd'hui, on se rend bien compte. Cette négligence-là nous poursuit, puisque là, vous voyez tout l'investissement qui a été fait, tout le monde est content, dans le monde entier, on est heureux aujourd'hui d'avoir cette place publique là avec, comment on appelle, l'Amazon, tout le monde en parle, mais on se rend bien compte que le citoyen, le rapport qu'il a avec cela, donc je crois que c'est important. Déjà, on se félicite qu'il y ait des poubelles, parce que sur toutes les places publiques, il n'y a pas de poubelles. Et c'est là que j'interpelle la responsabilité des élus locaux, des communes. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la loi portant hygiène publique, on a responsabilisé donc les élus locaux. Parce que la question de l'hygiène publique, c'est une question de proximité. Donc on a besoin que les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de village puissent être associés à cette lutte-là. Aujourd'hui, on voit la société de gestion des déchets, la GDS qui fait un travail formidable. Mais il y a toujours des insuffisances par rapport au comportement des citoyens. Vous voyez des poubelles qu'on a déposées aux abords des voies. Mais les gens viennent, ils déposent les déchets à côté au lieu de mettre ces déchets-là dans la poubelle. Donc nous avons encore un défi énorme d'éducation des citoyens aux bons gestes. Et je crois que cela doit commencer par l'école. Cela doit se faire dans nos quartiers parce que tout le monde n'est pas à l'école. Les adultes qui sont déjà dans les quartiers et autres. Et le spectacle qu'on voit aujourd'hui là, qui est décrit par notre confrère, c'est ce qu'on voit au niveau des plages. C'est ce qu'on voit un peu partout dans la ville. Donc je crois qu'il faut que cette question gagne en priorité pour qu'on puisse davantage y accorder de l'importance
et sensibiliser les gens. Il faut un investissement énorme en termes de sensibilisation, en termes d'éducation, pour qu'on arrive à changer les comportements donc, de ces citoyens. D'accord. Alors, Patrice Sagbo, comment on peut avoir un état d'esprit aussi, je n'ai pas envie de dire très barbare, parce qu'on est en train d'agresser quand même l'environnement. Habituellement, quand on vient dans un espace où tout est beau, tout est chic, tout est agréable, on a quand même un peu de réticence, ne serait-ce que par, je ne sais pas, ne serait-ce... enfin, on a un peu de réticence tout de même à salir un espace où tout est propre. C'est quand au moins c'est un peu ça, on se dit, bon ok, le mien n'en rajoutera pas non plus. Mais ici, tout est propre, le gazon est bien vert, tout est bien taillé, l'environnement, l'ambiance, on est proche de la mer, donc on a le vent marin qui nous berce, en fait, il y a toute une scénographie de l'exemplarité sous nos yeux. Mais on trouve quand même le moyen de polluer, de prendre un sachet d'eau, de finir de boire et de jeter. Comment on peut en arriver à cet extrême? C'est une question d'éducation. Ils l'ont vraiment dit. C'est une question d'éducation. On ne l'apprend pas du jour au lendemain. C'est depuis la maison qu'il faut commencer à faire ça. À l'école, dans les ateliers, l'adulte même, dans les écoles. Vraiment, c'est ça qu'il faut. Mais... aujourd'hui, l'hygiène est considérée comme un luxe particulier et il faut vraiment faire autre chose pour que les gens vraiment s'en approprient. Moi, ça me désole. Moi, je viens ils sont tous allés à Dakar. Il y a le monument de la Renaissance. C'est plus d'1 mètre, c'est plus d'1 kilomètre, 200 de hauteur. Et autour, ne disons plus, c'est vaste, quoi. Et vous voyez, vous allez là aujourd'hui, vous croyez que c'est construit hier. Il y a des spectacles là, tout le temps, et c'est propre. Vous allez voir des sapeurs-pompiers à côté. Des toilettes sont nées avec le monument. Ici, il a fallu qu'on crie. Je ne sais pas s'ils ont encore des toilettes publiques, là maintenant. Parce que lorsque c'était construit, il n'avait pas les poubelles de SDDS. Il faut dire la vérité. On a déjà parlé de ce sujet-là ici. À la création de ces monuments-là, ces petits monuments-là, il n'y avait pas de poubelles de SDDS. On en a dénoncé ici. Ensuite, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a des toilettes publiques, même si c'est payant. Je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas vérifié. Maintenant, il faut des messages. Il faut écrire des messages. Partout. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire qu'on écrit des messages sur des plaquettes. Et on dit, ici, silence. Ici, propriété. Ici, on ne jette pas. Ici, qu'est-ce que ça coûte? Celui à qui on a donné le bâti, là, il n'y a même pas pensé. Bon, M. Tosuno dit qu'il faut responsabiliser les élus locaux. D'accord. Mais qui les responsabilise? C'est l'autorité qui a dit que c'est pour lui. Si l'État central dit que les monuments lui appartiennent, l'autorité, le maire va partir là-bas pour faire quoi? Dans les contrats, est-ce qu'il a écrit que c'est la municipalité de Cotonou qui s'occupe de l'entretien des lieux? Ça fait partie de la ville. Oui. C'est sous la responsabilité il faut lui écrire. Le code d'hygiène a été clair sur cette question. Est-ce qu'il va courir pour dire que c'est lui qui a fait ça? C'est lui qui va faire ça? C'est dans sa vie, justement. Je suis d'accord. C'est la loi, ça. Mais dans les faits, on a longtemps dit ici que le marché d'Antopa est géré par la commune de Cotonou, mission de Cotonou. Mais vous avez vu la bataille. Vous avez vu la bataille, non? Donc s'il y a des choses à faire pour dire clairement les choses et affecter le budget conséquent à la mairie de Cotonou, il faut le faire. Moi, je pense que c'est comme ça. En dehors de ça, toi-même là, toi-même qui es béninois, toi-même qui es étranger dans ton pays là, c'est comme ça que ça se fait dans ton pays. Tu dois savoir que tu ne peux pas venir avec un chien sans lui mettre... Il y a des dispositifs qu'on le met à l'anus pour que vraiment, pour le moment, toutes ces déjections animales tombent dans le... Et après, vous allez vous gérer ça là-bas. Il ne peut pas même uriner là. Toi-même, qui es béninois, est-ce que tu es fier? Tu finis. C'est les habitudes, c'est les pratiques qui nous rattrapent. On est mal éduqués. Il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire que même, je vous ai dit ici, un député qui a voté une loi sur les sachets plastiques, c'est lui qui a voté ça. Il veut aller donner des équipements scolaires, je ne sais pas, des fournitures scolaires à des enfants. Il met ça dans des sachets, très durs même. Il lui donne ça. Qui va croire à ces lois-là? On prend les lois, on croit que ce n'est pas pour soi, c'est pour toi d'abord. C'est pour cela que nous allons revenir maintenant sur la politique forestière. Moi, je vous dis des choses. Si vous ne sentez pas que la loi qui est prise vous concerne d'abord,
L'hygiène, ça part de ta bouche. Si tu es en train de parler à ton interlocuteur et ta bouche sent là, il va t'écouter, il met le regard ailleurs. Tu es là, tu as de la sueur partout dans ta chemise et tu dis que tu as personnalité. On voit tout ça là. Qui va te respecter? Hein? C'est-à-dire que tu as des cols crasseux. Qui va te respecter? Personne ne va te respecter. C'est ta personnalité, c'est toi-même. Et c'est l'image du citoyen béninois que les gens projettent sur cette place publique là. Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez vu que les monuments. Depuis que l'État béninois a renvoyé les Tokpa de Tokpa, vous avez vu la place là? C'est devant la police. Ça, l'odeur est suffocante, insupportable. Les gens n'ont pas peur d'aller déféquer. Les humains là, ils vont déféquer là. La police est là pour les traquer. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Même dans les couloirs et les allées, ils ont fait tout ce qu'il faut. Il y a des ordures encore dans les allées de Tokpa là. Non. Les gens déposent, ils défèquent dans des sachets, ils jettent dans les rues. Ils urinent dans les sachets, ils jettent dans les rues. C'est ça, Tokpa. Mais si vous allez voir les toilettes du marché Tokpa là, même si vous payez, vous ne pouvez pas aller là-bas. Il n'y en a pas suffisamment. C'est trop sale ce qui existe. C'est mal entretenu. C'est mal entretenu. C'est des places publiques quand même. Et ils prennent de l'argent sur les usagers. L'argent fait cesser à faire quoi? Et à Tokpa même, il y a de la radio. La radio sert à faire quoi? C'est pour un instrument de sensibilisation et d'information. Ne faites plus ça, c'est pas bon. C'est qu'il faut dire, ces choses ne sont pas dans nos habitudes. Et je crois que, au moins, on va gagner une couche. Celle qui va à l'école. J'étais, il y a 3 ans, ou bien 2, une petite fille qui vient de la France. Elle a à peine 9 ans, 6 ans. C'est dans cette émission-là. On lui parle de l'environnement. Si vous allez en tourisme, quelles sont les dispositions que vous prenez? La fille nous a épaté ici, ce plateau-là. On te parle d'abord. Tu ne peux pas jeter papier sur le lieu du tourisme. Tu ne peux pas. Tu ramasses. On te prépare d'abord avant que tu ne t'y rendes. Moi, je pense que nous avons un problème d'éducation. On a un problème de moralité. On a un problème de respect vis-à-vis de notre cadre de vie. Et nous devons vraiment travailler pour ça. Je crois que par rapport à ça, on a aussi des enfants béninois qui sont très, aujourd'hui, qui peuvent parler comme, qui sont très, avec tout le travail que font les ONG. Donc on a beaucoup d'ONG qui passent par ici. Et on pense par exemple au travail de l'ONG Aïdoun et tout ça. Voilà. Donc je crois que il ne faut pas perdre d'espoir. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que... Exactement. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à ces places publiques, ces monuments qui sont en vue et tout ça, c'est important de dire, il y a 2 stratégies à avoir. Soit on a quand même une entreprise ou une société qui s'occupe vraiment du nettoyage, parce que c'est très important. À tout moment, les gens viennent là, et ils prennent des images, qui se retrouvent un peu partout, qui voyagent, donc c'est important. Soit on a cette stratégie-là, ou on peut avoir des jeunes engagés qui font de la patrouille environnementale. Nous l'avons vu par le passé, et nous avions même en son temps proposé d'aller investir les plages pour faire de la patrouille environnementale avec des jeunes volontaires pour qu'on puisse éduquer les gens. Parce qu'il ne suffit pas de poser les poubelles. Nous avons vu, quand on pose les poubelles sans parler aux gens, on n'a pas le résultat. Il faut amener progressivement les gens à adopter ces bons comportements, ces bons gestes. Cela passe donc par des sensibilisations et de dire, bon voilà, même sur les lieux, parce que ces pays-là où vous voyez, c'est propre et tout, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas eu ça du jour au lendemain. Il a fallu un investissement énorme. Donc, qu'est-ce que parfois, vous allez sur des places publiques, si vous ne jetez pas, on vous dit peut-être si votre canette de coca ou je ne sais pas quoi, lorsque vous allez mettre ça quelque part, en retour, vous avez, si c'est 5 ou 2, 3, on vous donne quelque chose. Et ça permet aux enfants et même aux adultes d'intégrer le fait qu'on ne doit pas jeter une canette, on ne doit pas jeter un sachet quelque part. Donc, je crois qu'il faut inviter nos autorités qui sont en charge donc de cette question-là, de pouvoir étudier ce qu'il faut. C'est vrai qu'une entreprise et tout, ça va coûter un peu cher, mais il faut payer le prix. Parce que tout ce qu'on a investi là, si aujourd'hui on va avoir des déchets, c'est énorme. Ou carrément, on a des jeunes volontaires
qu'on met là, tout au moins les fins de semaine, parce que c'est en fin de semaine qu'on a une affluence beaucoup plus importante. Donc on les met là et qui vont venir, qu'on va reconnaître avec, je ne sais pas, et puis qui vont à travers des messages. Et aussi, je soutiens ce que le doyen Sabo dit, et il faut qu'il y ait des messages. On peut mettre des pancartes, des messages pour dire ici, c'est un lieu qu'on ne doit pas salir, il faut absolument ne pas jeter les sachets, les ordures par ici. Donc je crois que c'est important qu'on fasse, c'est des propositions que nous faisons, qu'il faut étudier. Alors, William Apollinaire-Chouki, est-ce que finalement on n'a pas assez sensibilisé? On ne va pas passer tout notre temps non plus à sensibiliser. Je pense que si le premier qu'on prend peut-être en flagrant délit de jet de déchets, on le prend, on le punit proprement et sévèrement. On fait une communication autour et puis bon, tout le monde comprend que désormais on te prend en train de jeter un déchet et puis voilà, tu es puni. On va pas passer tout notre temps non plus à sensibiliser. Bon, je me rappelle ici, quand le procureur a pris certaines personnes où on les a punis, c'est encore nous Béninois qui avons crié sur les réseaux sociaux que voilà, il a suffi que ce gars jetait tellement un petit déchet. Il n'y avait pas de poubelle en son temps. Non, attends. Mais maintenant, il y a des poubelles. Alain, moi, je suis désolé qu'on me dit qu'il n'y a pas de poubelle. Mais attends, moi, je me rappelle, tout à l'heure, on a parlé d'éducation. Mais quand on était petits tous, à l'école, chacun se traçait sa zone de balayage. Et puis toute la classe balayait. Mais pourquoi on dit maintenant que parce qu'il n'y a pas de poubelle, ok, quand je vais sur une place publique, je dois déverser un peu partout les déchets. Je n'ai pas dit ça. Mais la question, les gens avaient été interpellés parce que je parle de la pollution de façon générale. Il n'y avait pas des urinoirs. Si tu arrives sur une place publique et l'urine te tient, tu vas faire comment? Tu vas garder ça? Alain, tu ne peux pas sortir avec ta maison avec des déchets et aller les déverser sur une place, sur la chaussée. Ce n'est pas possible. Mais je parle de la prévention. C'est que toi-même tu prévois. Mais c'est-à-dire, avant de frapper, il faut des conditions de succès de ta décision publique. Tu prends une décision, tu dis aux citoyens, vous ne devez plus jeter les ordures et il n'y a pas de poubelle. Donc il faut créer les conditions de succès de ta décision. Et en son temps, je crois qu'il n'y avait pas de poubelle. Il n'y avait pas encore cette société-là. C'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, on a des poubelles. Mais on peut maintenant sanctionner. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'urinoir sur les places publiques. Mais quand ça te prend, même sur des... On ne va pas citer des noms ici. Vous allez dans des bâtiments publics, il n'y a pas de toilettes. Et les gens viennent, les usagers viennent, ils font comment? C'est ça le problème. Allez, je suis d'accord avec toi par rapport aux toilettes qu'il n'y en a pas sur les places publiques. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, le doyen a fait une caricature. Il dit par exemple, quand vous parlez à votre collègue, à un vis-à-vis, que votre bouche sent, mais tu ne peux pas rester à côté. Est-ce que c'est là, l'hygiène que nous devons avoir sur le plan corporel, on doit d'abord nous sensibiliser par rapport à ça. Balayer notre cours à la maison, encore nous dit, ok, État vous a dit, ok, sortez, balayez vos cours, mais c'est pas possible. Pour moi, il y a des choses préliminaires qu'on ne doit pas d'abord nous enseigner avant qu'on le fasse. Venons-en maintenant aux places publiques. Ok, je suis d'accord avec vous qu'il y a des places publiques qui n'ont pas de toilettes. Quand je parle par exemple de la place de l'Amazon, c'est vrai que là, il n'y a pas encore de toilettes. Mais quand vous allez au niveau de l'obélisque, des jardins de Mathieu, il y a de places publiques là. Moi, j'aurais souhaité que... Il y a des toilettes là. J'aurais souhaité aussi qu'on le fasse pour toutes ces espaces publics. Vous avez parlé d'un exemple à Tokpa. Voilà encore une place. C'est pas fini. On a dégagé des gens. Étoile rouge. Voilà, oui, là encore. On est dans le summum de l'insalubrité. C'est chaque année que le maire... On dégage des gens, on a dit qu'on a prévu l'espace là pour quelque chose. Mais jusque-là, rien n'est fait. Alors, si on ne veut pas le faire, alors barricadons tout l'espace. Empêchons les gens. J'ai vu quand même quand on veut construire des bâtiments de grands standings, on clôture l'espace. Faisons alors ça pour la place de Tokpa. Sinon, quand vous passez par là, l'odeur, elle est suffocante. Invivable. Elle est invivable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'étoile rouge. Avant qu'on ne construise la place de l'Amazon, c'était le symbole de notre pays. Mais quand vous allez là à des moments donnés, mais vous ne pouvez pas respirer. Or, tous les week-ends, les gens sont là pour le sport. Je me dis, il y a quand même le minimum que d'abord, nous, Béninois, on doit d'abord faire. Ce n'est pas l'État qui va nous dire de faire tout avant qu'on le fasse. Est-ce que vous voulez que l'État maintenant prenne le bâton pour dire dans chaque maison, vous devez balayer vos maisons avant qu'on le fasse? Mais ça se faisait. Au temps de la Révolution ici, on demandait à tout le monde de sortir. Les gens sortaient ou ne sortaient pas. Mais quand la Révolution... C'est une question de santé publique. Oui, mais... On n'a pas besoin que l'État nous crie d'abord dessus avant qu'on ne... Oui, mais l'État est garant de la santé publique. C'est ce que je dis. Alors, et je vais dire, quand vous prenez la place de l'Étoile Rouge, par exemple, où vous avez beaucoup de citoyens qui viennent faire le sport les samedis et les dimanches. Mais
qui dit sport, les gens prennent de l'eau. Ils doivent aller, mais il n'y a pas de toilettes. Et je vous dis, c'est un sous-secteur où les gens sont prêts à toujours payer. Nous avons l'exemple ici des églises. Mais le rôle que ces églises jouent en matière d'hygiène publique est énorme. Mais les gens ne vont pas là gratuitement. Les gens sont toujours prêts à payer pour ce service-là. Pourquoi nos communes ne peuvent pas faire ça? On ne leur demande pas d'aller construire, mais vous pouvez avoir un privé qui construit. Mais allez à Saint-Michel, à l'église Saint-Michel, ou bien à l'église de Godomé. Tous ces immigrants que vous voyez, qui n'ont pas de maison, vous vous demandez là où ils vont faire, là où est-ce qu'ils vont uriner, où est-ce qu'ils vont aller faire caca. Mais ils sont obligés d'aller dans ces lieux-là, et ils paient. Mais je vous dis qu'ils sont toujours prêts à payer. Et les études ont montré que sur cette question-là, les gens sont toujours prêts à payer pour faire, comment on appelle? Oui, absolument. Donc, c'est pas de la gratuité. C'est même une mine d'or. Parce qu'aujourd'hui, tout l'argent que l'Église, ce n'est pas que l'Église catholique et tout ça, mais les communes peuvent, comment on appelle, avoir de l'argent, s'inspirer de ça, mais ça n'a jamais été fait. Alain, on l'a tout le temps dit, c'est ça que dépendez les maires pour dire qu'ils n'ont pas les moyens. Non, mais voilà, vous êtes tout d'accord que c'est une manne. Mais c'est une manne, on n'a pas dit ça. Mais quel service de l'opportunité, justement? De ne pas faire ça. Mais je dis, faire des concessions. Il y a aussi pour construire et remettre. Alors, messieurs, si vous permettez. Donc, je crois que c'est important. Il faut c'est en important. réalité, je crois qu'il y a deux choses que je vais dire pour terminer. C'est vrai que le rapport que le citoyen béninois a avec son environnement aujourd'hui est à revoir. Mais ce n'est pas la sanction seule qui va régler l'affaire. Je dis toujours, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la sanction. Si la sanction devait, comment on appelle, tout régler aujourd'hui, on ne verrait pas la drogue circuler encore. Parce que la loi est plus sévère par rapport à la drogue et pourtant il y a la drogue aujourd'hui. Donc ce n'est qu'un instrument d'action parmi tant d'autres, la question de la sanction. Maintenant, il faut continuer à éduquer. Aujourd'hui, quand on éduque les enfants, on a les résultats. Dans les écoles où on a éduqué, vous voyez, c'est l'enfant qui revient à la maison, qui vous dit, voilà comment vous devez vous laver les mains, voilà comment vous ne devez pas jeter quelque chose. Ça veut dire que l'éducation aussi peut contribuer à cela. Il faut un ensemble d'instruments d'action. Et seule la sanction ne va pas régler le problème. Maintenant aussi, il revient à l'État et aux collectivités territoriales de créer les conditions de succès de ces décisions-là. Il faut qu'on le dise aussi que parfois aussi la sanction aussi a permis à certains pays. Quand les adultes sont dus d'oreilles, il faut leur tirer les oreilles. C'est la sanction qui a mis Oui, c'est pour ça la loi prévu des amendes. Donc par conséquent, on sanctionne parfois aussi pour punir. Monsieur Sabo, regardez tout ce qu'on fait pour demander aux gens de mettre leur casque, aux motocyclistes de circuler en piste, en banc sur la bande cyclable, de demander voilà, à chacun de respecter son couloir. Même, je me souviens, la police républicaine a fait une campagne de sensibilisation pour les véhicules circuler toujours à droite sur la chaussée. Ils ont même brandé leurs véhicules circuler à droite. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, des motocyclistes continuent de circuler sur la grande chaussée. Mais la grande majorité aujourd'hui porte les casques. Mais il y en a qui sont... Il y en a qui ne portent pas. C'est seulement dans les grandes villes. Mais il y en a même quand ils portent, après ils laissent... Après avoir passé le poste de contrôle, ils enlèvent. Il faut continuer à sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, il a fait les deux. Mais dire que la sanction va régler, je ne suis pas d'accord. On te dit, pourquoi on t'a arrêté, tu connais ça? On te met la contravention. Et ce qui me permet de t'arrêter, voici c'est telle disposition de telle loi. Je me rappelle même un acte qui s'est posé sur l'acte de Sémé où un policier aurait demandé aux gens de passer au niveau de la piste cyclable, mais un usager serait tombé, mais ils ont failli lyncher le policier. Moi, j'ai dit, mais attends, c'est inimaginable. Ouais. Dans mon pays, que des populations se ruent sur un humain comme eux, vouloir le tuer. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays là? Aujourd'hui, ce qui arrive, vous avez parlé des casques, mais aujourd'hui, quand vous voyez certains de nos concitoyens, mais ils ne portent pas les casques pour se protéger. Pour eux, ils portent les casques pour éviter les policiers. Donc ça veut dire qu'il y a un travail énorme à faire pour les amener à comprendre qu'en réalité, en cas d'accident, le casque te fait quoi? Oui. Et comment on doit le faire? C'est déjà qu'on diffuse. Mais Alain, on l'a assez fait. Oui, on l'a pas assez fait. On l'a assez fait. Aujourd'hui, est-ce que chaque année, dans les radios, les télévisions, on l'a assez fait. On l'a montré. Est-ce que chaque année, tu peux me donner les derniers chiffres des accidents de la route dans notre pays? Est-ce qu'on communique assez sur ces statistiques? Et combien de personnes auraient pu sauver si les gens portent des casques? Statistiques dans notre pays, vous savez que c'est quelque chose qui manque, les statistiques. Oui, mais ça ne devrait pas manquer. C'est ça le problème. Les communiqués, les spots, on en a fait suffisamment. D'accord. Donc il faut arrêter d'éduquer. C'est ça, c'est comme si vous savez l'actualité. Moi, j'ai lu, j'ai entendu que
dans la semaine, à Parakou, quelqu'un aurait voulu utiliser le micro pour la prière dans une mosquée. Ouais. Et bon, les gens ont dit, mais c'est interdit, monsieur. Il dit, qui a interdit ça? Il a fait du bruit. On l'a arrêté et les gens ont vu que ça, là, c'est injuste. Vous savez, il y a quelques jours seulement, le chef de l'État, le président de la République, a rencontré les chefs religieux et leur a dit, la loi existe, faites attention. On ne veut plus voir ça, la pollution sonore. Celui qui a fait ça, là, est-ce que son chef religieux lui a dit? Est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il est informé? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Et aujourd'hui, il a tellement fait du bruit qu'ils sont aujourd'hui devant les juridictions. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'ils ont compris le message? C'est pour ça qu'on dit la sensibilisation doit être permanente. Elle doit être permanente. La sanction aussi doit suivre en même temps. Les deux doivent aller de pair. C'est le président de la République qui a parlé. L'OETB a relayé. Toutes les télévisions ont relayé. Et il y a seulement quelques jours, voilà ce qui se passe. Nous sommes intraitables. Nous sommes indécrottables. Nous sommes, c'est-à-dire, le Béninois, je ne le comprends pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qui va dans son intérêt. Il est dans la banalisation de sa vie et de tout en même temps. Et dans l'ignorance, c'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment faire les deux. On sanctionne. Il faut vraiment sanctionner. Et on continue à sensibiliser. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je pense que c'est la meilleure conclusion sur le sujet. Continuer par sensibiliser et surtout ne pas hésiter à sanctionner quand on se rend compte que, justement, les gens ne sont pas prêts à changer, bien évidemment. On va en arriver au second sujet en débat. Il s'agit bien évidemment de la nouvelle ou des nouvelles réglementations sur les forêts au Bénin. Patrice Sagouin, vous avez suivi l'actualité, le compte rendu du Conseil des ministres et de l'analyse donc de la réglementation forestière en vigueur. Des constats ont été faits. Il s'agit entre autres de l'expiration de la politique forestière adoptée en 1994 et son inadaptation à la situation actuelle du pays. On parle de l'insuffisance des multiples efforts engagés en vue d'accélérer, d'élaborer une politique forestière rénovée, les multiples donc prélèvements faits sur les produits forestiers au mépris des taxes prévues par la fiscalité forestière actuelle. On note donc la persistance de la menace croissante des phénomènes naturels extrêmes liés au changement climatique sur les ressources naturelles et forestières. Est-ce qu'il n'était quand même pas temps de revisiter quand même l'arsenal juridique autour de nos forêts? Oui, je ne sais pas si on pose le même problème. Même si on ramène les lois des indépendances, elles pourront nous aider à protéger nos forêts. Moi, je dis ça, vraiment, quoi. C'est pas les lois, quoi. C'est pas les tests seulement. Il faut autre chose. Vous savez, en 2016, ou bien avant 2016, ce qui se passait avec nos ressources naturelles, vous savez ça? C'est-à-dire que dans les deux KP, je prends toujours cet exemple-là, dans les deux KP, c'est-à-dire c'est au vu et au su de tout le monde. On se sert des services de la force de l'ordre, des militaires, pour amener devant tout le monde. Si tu réagis, on peut te tuer, on peut te fusiller. C'est comme si c'est un trafic légal. Et toutes nos essences allaient en Chine et dans d'autres pays. Les militaires sont là, ils ont vu. Policiers ont vu. Même forestiers aussi ont vu. Les gros responsables, ils ont vu ça. Pourtant, il y avait des lois qui interdisaient ça. Vous savez? Donc, moi, et en 2016, lorsque la rupture est arrivée, les toutes premières décisions prises ont mis fin à ce trafic-là, à la grande joie de nous tous. Mais, c'est-à-dire que je connais des gens qui ont dit, vous ne devez pas utiliser la scie, c'est comme ça que vous l'appelez, non, pour couper les arbres. Il y a des grands responsables qui ont des scies. Des tronçonneuses. Des tronçonneuses, c'est ce que je vous ai dit. À la maison, un juge peut avoir des scies, un forestier peut avoir des tronçonneuses, un maire peut avoir tronçonneuses, et je me souviens de Ziratou, Korazaki, par exemple, dans les deux KP, qui s'est battu avec des jeunes pour dire que les lois ont interdit que vous coupiez nos essences. Ils ont été plusieurs fois emprisonnés. Comment tu voudras défendre le bien, la loi prise par ton pays, et on t'emprisonne? Tout le monde sait ça. Nous avons été dans les deux KP, avec l'association de développement des deux KP. C'est-à-dire que c'était ahurissant, quoi.
On a déploré tout ça. Mais aujourd'hui, aller dans les 2 KP, lorsqu'on a pris cette décision-là, moi je pense qu'il faut aller, c'est-à-dire que renvoyer tous ceux qui ont pris des titres fonciers dans les 2 KP. Les gens savent ça. On a construit des dancing dans 2 KP. Alors que là-bas, il y a des animaux qui ont besoin de la paix, qui ont besoin de régénérer. On a besoin de faire des choses. Ils ont pris des titres fonciers avec des bétons dans les 2 KP. Le chef de l'État connaît ça. Ses collaborateurs savent. Je parle de ça et je parle d'autres forêts qui sont dans notre pays. C'est comme ça qu'ils ont géré. Et aujourd'hui, on a même une loi. La loi qui existait là, vous avez dit que... Enfin, c'est une politique, attendez. Une politique forestière, si vous permettez, qui est le fruit donc de la Commission nationale. Il faut qu'on puisse repréciser, monsieur Sabo, si vous permettez. Monsieur Sabo, il faut qu'on puisse repréciser. Si vous permettez, pour informer les téléspectateurs à titre informatif, il faut leur rappeler que c'est une nouvelle politique forestière qui est le fruit donc des travaux de la Commission nationale de réforme du secteur forestier. C'est une commission qui a été mise en place par le gouvernement dans la recherche d'une solution à la sauvegarde donc du patrimoine forestier. Et ce document, si vous permettez, fait mention qu'à l'horizon 2040, les espaces forestiers du Bénin sont restaurés, conservés et gérés durablement pour remplir leurs multiples fonctions en faveur de l'économie, de la société, de l'environnement et du climat. De façon générale, 2027, c'est ça, 2027-2030. On va revenir à ça. Mais moi, je fais d'abord l'état des lieux. L'État a déjà beaucoup fait. Les policiers nous disent qu'il n'y a pas de moyens matériels. Ils n'ont pas d'effectifs. C'est pour dire que, est-ce que la politique nouvelle, parce que la politique sera déclinée, c'est de ça que je parle. On va décliner la politique en des stratégies, en plan d'action. Est-ce que la politique a prévu que les policiers ont dit qu'il n'y a pas d'effectifs, ils n'ont pas de moyens. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Mais moi, je pense que ils doivent jouer le rôle de prévention. On ne peut pas rester à l'entrée de la forêt pour dire rentre. Si tu sors avec quelque chose, on va négocier. Si on continue de dire ça, ça ne marchera pas. Si on doit continuer à permettre à certains corps professionnels d'avoir des tronçonneuses, non, ou bien les autoriser à aller faire le commerce de charbon, on ne peut pas arriver. Ici, c'est une politique, je pense qu'elle sera déclinée en stratégie, plan d'action et tiendra compte de tous ces aspects. Je félicite cette politique parce que la COP 15 sur la biodiversité, les changements climatiques ont prévu que d'ici à 2030, nous devons préserver tel pourcentage de nos forêts, de ceci. Donc le Bénin est en phase. Les 3,30. Est en phase avec les trois conventions jumelles, c'est-à-dire convention sur la biodiversité, changement climatique et la diversification. Ça, on peut dire oui. Mais ce n'est qu'un test. Nous voulons voir cette politique en action concrète sur le terrain. Alors, Alain Tossenon, de façon générale, donc, cette politique vise à améliorer d'ici à 2027 la qualité de la gouvernance du secteur forestier sur tous les plans, puis à préserver donc à partir de 2030 la biodiversité dans la totalité des espaces forestiers. Voilà ce qui est dit dans cette politique globale. Il était temps, on va dire ainsi. Oui, il était temps parce que déjà l'ancienne était arrivée, je dirais, à expiration. Donc il fallait une nouvelle politique qui doit s'adapter au nouveau contexte parce que le contexte a évolué. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreux, il y a la croissance, mais aussi il faut l'adapter aux nouveaux engagements que notre pays prend à l'extérieur et je crois notamment en ce qui concerne les différentes conventions. Je crois que le doyen Sabo a commencé à un peu faire tout l'état des lieux, même s'il est allé... Alors, on parle de quoi? On parle des forêts qui nous fournissent de l'énergie, de la nourriture, des médicaments, de l'air, et qui régulent l'air, qui régulent l'eau, et en plus aussi qui assument un certain nombre de fonctions. Vous voyez, par exemple, au niveau, quand vous prenez nos forêts sacrées, nous en avons 3000 forêts sacrées dans notre pays. Tout ça, ça contribue au plan spirituel ou religieux. On peut dire ça assume un certain nombre de fonctions. Donc, on parle de quelque chose qui, dont on a, c'est-à-dire que ça fait partie de notre vie. Sur le plan, c'est-à-dire de la nourriture et tout ça. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que
entre 2005 et 2015, nous avons perdu 20%. On a perdu, en termes de superficie, 20% de nos forêts. Alors, quand on a... Est-ce qu'on va continuer? Et on dit que nous perdons 2,2% par an. Alors, si on continue à ce rythme-là, d'ici 2050, c'est qu'on aura complètement dégradé tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est bon d'avoir une politique qui fixe un certain nombre d'orientations avec des actions pour dire... Et aujourd'hui, quand vous voyez, c'est-à-dire la vision que vous avez lue tantôt, on parle d'abord de restauration. Ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a une bonne partie de nos forêts qui ont été dégradées et qu'il faut maintenant restaurer. Il y a plusieurs techniques, stratégies de restauration et on sait très bien que si on restaure une terre pour des producteurs, pour des paysans, on peut doubler le rendement. Ça veut dire que c'est possible. Donc c'est important, c'était important cette politique-là. Et maintenant, comme le dit le doyen Sabo, c'est bien d'avoir donc la politique, mais sur le terrain, il va falloir qu'effectivement on prenne un certain nombre de mesures pour limiter, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que en dehors de la croissance démographique qui fait qu'il y a la pression beaucoup plus sur nos forêts, vous avez la bataille sauvage donc des arbres auxquels il fait allusion, mais vous avez l'agriculture sur brûlis qui continue encore de dégrader les feux de brousse et tout ça. Et aussi, on ne le dit pas assez, l'urbanisation. Parce qu'aujourd'hui, les forêts classées, les gens vont construire au niveau des forêts classées. Et je crois que ça fait partie des choses que dénonce le doyen Sabo. Alors, William Apollinaire-Tchoki, pour finir sur le sujet, comment assurer la vulgarisation et la mise en œuvre effective donc, de cette politique-là pour qu'à l'horizon 2040, les objectifs assignés à cette nouvelle réglementation, là, puissent connaître un essor favorable? C'est vrai que c'est une bonne décision prise par l'administration forestière d'avoir une nouvelle politique en matière de gestion de nos forêts, mais l'autre chose à faire, c'est la vulgarisation des tests. Tout à l'heure, on l'a dit que parfois, l'application, les tests existent, mais on ne les applique pas comme cela se doit. On l'applique pas. C'est vrai que le nouveau test qui a été adopté quand même prend en compte des nouveaux concepts qu'on n'utilisait pas par le passé. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, ce n'est pas des choses qui existaient, ou moins qu'on en parlait assez dans les années 94. Mais aujourd'hui, on parle de changement climatique. Je parle par exemple du protocole de Nagoya. C'est des choses qui n'existaient pas dans l'ancien document. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut mettre ensemble. On parle aussi de rebasement intensif aujourd'hui. C'est des éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Vous l'avez dit, il faut surtout qu'on puisse mettre en application, bien sûr, cette nouvelle politique. Et je suis sûr, parce que c'est pour la protection de notre environnement, si on ne le fait pas, Alain l'a dit, d'ici 2050, quand on voit un peu ce qu'on nous payons chaque jour, ou du moins chaque année, c'est énorme. Alors, si on met en application ces nouveaux tests, cela permettra de sauver le peu de forêts que nous avons, même si on n'a pas un pays forestier. Il a dit tout à l'heure, on a plus de 3000 forêts sacrées. Et déjà, les gens ont commencé déjà par désacraliser ces petites reliques de forêt. Alors, l'appliquer dans toute sa rigueur permettra bien sûr de protéger ces forêts et de restaurer déjà ce que nous avons détruit. Et ça permettra quand même de vivre. Parce que dans les forêts, nous avons beaucoup de choses. Les forêts nous nourrissent, nous habillent, nous logent. Il y a tellement de choses. Quand on parle par exemple de la part, c'est bien sûr à travers la protection de nos forêts qu'on pourra l'avoir et permettre aux populations dans les localités rurales aussi de profiter. Parce que ça joue un rôle très important en matière de lutte contre la pauvreté. Parce que beaucoup de nos communautés vivent donc de ces forêts-là. Donc c'est important que... Et s'il faut souhaiter quelque chose par rapport à cette nouvelle politique-là, c'est que nos forestiers deviennent véritablement les gardiens du temple. Pas des prédateurs, mais des gardiens. Mais il y a quelque chose que M. Sabo avait évoqué, c'est par rapport au renforcement de l'effectif. Je crois que là, à ce niveau-ci, c'est fait. C'est fait. Il y a quand même des recrutements qui ont été faits pour renforcer l'effectif des forestiers. Vous l'exprimez pour qu'on puisse tenir compte. Je crois que ça a été fait. Il faut dire aussi que les lois ici, les lois là, ne suffiront pas. D'accord. Les gens, nos communautés locales, qui n'ont même pas été à l'école, savaient comment conserver durablement les forêts là, par leur connaissance traditionnelle endogène. Ça existe. Il faut mettre tout ça là en continuation. Tout ce que le plan nous a amené là ne nous suffira pas. Nous avons des valeurs également ici qu'il faut mettre en contribution avec des hommes. Ils n'ont pas été dans des écoles de foresterie, mais elles sont
formés dans leur milieu, par leur vécu. Et c'est ça les peuples autochtones. Et regardez cette image que vous propose d'ailleurs M. Sabo, cette statue à l'entrée d'une forêt, vous allez pouvoir le voir, ça signifie ce que cela signifie. Évidemment, notre réalisateur va pouvoir nous montrer cette image, une statue donc, à l'entrée. on remercie vraiment de l'ensemble des forestiers. C'est ça, M. Sabo, vous voyez. Oui, Est-ce que ce n'est pas... Et ça symbolise? Oui, c'est interdit. Vous savez que lorsque vous avez 1001 lois dans votre registre là. Et vous avez cette seule image. Non, ça même suffit. Ça là, c'est beaucoup élaboré. Vous avez seulement des rameaux de palmiers en tous les lieux là. Tu ne peux pas aller là-bas. D'accord. On met les agriculteurs là. Tu vas partir où? Tu ne peux pas aller là-bas. Merci beaucoup, M. Sabo. Plaisir de vous retrouver mardi prochain. Merci Alain. Merci également à vous, William Apollinaire Tuti. Au plaisir. Ça a été un peu chaud aujourd'hui, mais c'était surtout pour la bonne cause. C'est notre vie. Et on oublie. Bien sûr. 5 sur 7 matin, encore 2 rendez-vous. Les sports de Hugues Zinsousounan qui viendra nous parler des guépards qualifiés, mais pas la petite porte pour les demi-finales, les quarts de finale. D'accord. Hier, moi, j'ai suivi le match, je vois qu'ils sont efficaces. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut leur donner les moyens, les renforcer un peu plus. D'accord. Malheureusement, ils vont rencontrer le Sénégal. Oui. J'espère qu'une bonne chance pour eux. D'accord, le Sénégal en quart de finale. En tout cas, on en parle encore davantage avec Hugues Zinsousounan, c'est dans une poignée de secondes.